pensais que vous aviez suffisamment vu et entendu ma pomme et que vous n'alliez pas venir aujourd'hui. Si nombreux, je suis très touché par votre présence. Nous avons entendu depuis maintenant bientôt 6 mois donc plusieurs conférences qui ont éclairé de différents côtés ces notions de barbarie et civilisation. Je ne vais pas chercher à résumer ou à systématiser tout ce qu'on nous a dit, ni le répéter, mais je me vois quand même obligé de partir d'un rappel du sens de ces mots pour comprendre comment nous pouvons nous en servir de nos jours. On nous l'a rappelé ici, c'était en particulier Carlo Ginzburg, que ce mot de barbare vient de la Grèce ancienne, où il apparaît à l'usage commun à l'époque d'une guerre que conduisent les Grecs, celle contre les Perses. Et il entrait en opposition avec un deuxième mot qui était justement les Grecs. Donc le monde se divisait en deux catégories, en deux classes. Il y avait les Grecs et les barbares. Autrement dit, les barbares, c'était tous les autres que les Grecs, et on les reconnaissait au fait qu'ils ne parlaient pas le grec. C'était évidemment une formulation un peu, enfin une conceptualisation un peu sommaire de se dire que toutes les autres nationalités, tous les autres peuples peuvent être inclus dans une catégorie unique, mais après tout, on peut se dire aussi que cela indiquait qu'ils ne parlaient pas le grec. C'est une information intéressante. C'était les étrangers, en somme. Des étrangers qui n'avaient pas appris cette langue. Mais en même temps que cette première distinction et que ce premier sens, les Grecs mettaient un second sens, et nous sommes héritiers de cette dualité, où l'opposition barbare-grecque se doublait d'une autre opposition entre barbare et civilisé, entre sauvage et civilisé, disons, dans une première approximation. La sauvagerie du barbare de cette époque n'était pas définie avec précision, et pourtant, si on regarde les différents exemples donnés dans les textes qui en parlent, on peut trouver un dénominateur commun. On peut dire que les barbares sont ceux qui ne reconnaissent pas que les autres sont des êtres humains comme eux, mais les considèrent comme semblables aux animaux en les consommant. Ils pratiquent le cannibalisme, ou les jugent incapables de raisonner et donc de négocier. Ils préfèrent se battre immédiatement. Ils sont indignes de vivre libre, jugés indignes de vivre libre, donc on pense qu'ils s'accommodent bien de la tyrannie. Ils fréquentent leurs seuls parents de sang et ignorent la vie de la cité, régie par des lois communes où des populations d'origines différentes se retrouvent côte à côte. Parricide et inceste sont des catégories inexistantes pour les animaux. Les hommes qui les commettent commencent à leur ressembler donc à leur tour. Dans ce deuxième sens, les barbares sont ceux qui nient la pleine humanité des autres. Cela ne veut pas dire qu'ils ignorent réellement leur humanité, leur identité humaine, ni qu'ils l'oublient, mais qu'ils se conduisent comme si les autres n'étaient pas humains ou complètement humains. Les Grecs ont donc fusionné deux oppositions, l'une formée de termes à valeur morale absolue,
barbare civilisé, ou sauvage civilisé, mais enfin c'est la même chose. L'autre, le terme neutre, relatif l'un à l'autre, est réversible, maîtrisant, ne maîtrisant pas la langue du pays. Les penseurs chrétiens, comme on nous l'a rappelé aussi il y a quelques mois, les penseurs chrétiens des premiers siècles, comme plus tard les auteurs humanistes tels Montaigne, retiendront cet usage relatif et du coup ils ne voudront plus du terme barbare. Il n'y a rien de barbare, dit-on dans ces textes, dans le fait que les autres parlent une langue différente de nous. Bien sûr. Pourtant, pour ma part, je crois que nous avons besoin du concept de barbarie au sens absolu et non plus relatif, donc non plus au sens de parle pas ma langue, et qu'on doit pouvoir s'en servir pour désigner, cette fois-ci de manière absolue, en toute époque et en tout lieu, les actes et les attitudes de ceux qui, à un degré plus ou moins élevé, rejettent en dehors de l'humanité, ou les jugent radicalement différents d'eux, ou leur infligent des mesures dégradantes. Traiter les autres d'inhumains, de monstres, de sauvages, est l'une des formes de cette barbarie. Une autre forme différente, c'est la discrimination institutionnelle qui est établie entre différentes catégories de la population, parce qu'ils n'appartiennent pas à la même communauté linguistique ou religieuse ou sociale. Si je traite l'autre de barbare, au sens absolu, parce qu'il ignore mes usages, parce qu'il est provisoirement barbare au sens relatif, c'est-à-dire étranger, je me comporte en barbare. Dans ce cas, donc, la barbarie attribuée à l'autre est une illusion, mais la mienne, non. Car il peut apprendre la langue de mon pays comme je peux apprendre la sienne. Il peut maîtriser les codes culturels de mon pays, peut-être même mieux que moi. Par ailleurs, être étranger, être ignorant, voilà deux catégories de caractéristiques dont chacun de nous peut être porteur. Nous sommes tous des étrangers en puissance. Pour autant, la barbarie elle-même n'est nullement inhumaine. Donc, elle consiste à ne pas accorder la pleine humanité aux autres, mais être barbare n'a rien d'inhumain. Les êtres humains se comportent assez souvent, trop souvent, en barbare. Elle résulte d'un trait dont il me semble illusoire d'espérer qu'il disparaisse prochainement ou dans un avenir un peu plus lointain. Donc pour moi, elle ne correspond pas à une période de l'histoire de l'humanité, à une des populations du globe. Aucun peuple ni individu n'est immunisé contre la possibilité de se comporter de manière barbare. L'homme préhistorique tuant son voisin dans la grotte voisine que j'évoquais hier, le tyran contemporain torturant ses adversaires, tous participent de la même pulsion barbare, celle d'un sentiment de rivalité meurtrière qui nous fait refuser aux autres le droit d'accéder aux mêmes joies et aux mêmes biens que ceux dont nous souhaitons profiter. On ne peut pas dire donc, à mon sens, que la barbarie est inhumaine, à moins de postuler, comme le faisait le romancier français Romain Gary, que j'aime citer, ce côté inhumain, écrivait Gary,
fait partie de l'humain. Tant qu'on ne reconnaîtra pas que l'inhumanité est chose humaine, on restera dans le mensonge pieux. En se comportant de manière odieuse, les hommes ne cessent nullement d'être humains. Plus même, leur meilleure qualité et leur pire défaut, ce que nous appelons leur humanité ou leur inhumanité, ont même origine. Jean-Jacques Rousseau l'avait déjà bien vu et formulé dans une courte phrase en disant « Le bien et le mal coulent de la même source ». Et cette source, dans l'optique de Rousseau, n'est rien d'autre que notre besoin irréductible de vivre avec les autres, notre capacité de nous identifier avec eux, notre sentiment d'une commune humanité. Je ferai un autre rapprochement un peu plus inattendu peut-être, c'est que les primatologues contemporains qui réfléchissent à la continuité entre les primates non humains et humains, puisque nous en faisons partie de cette catégorie-là, qui confirment cette intuition. L'un d'entre eux, qui s'appelle Frans de Waal, qui écrit plusieurs livres sur le sujet, dit par exemple « Compassion et cruauté dépendent de la faculté qu'a un individu d'imaginer l'effet de son attitude sur autrui. Cette faculté nous motive à aider ceux qui en éprouvent le besoin, même s'ils nous sont inconnus, dans certains cas, à reconnaître la dignité égale des autres, même s'ils sont différents de nous, mais c'est aussi elle qui nous guide quand nous soumettons l'autre, autrui donc, à la torture ou quand nous nous engageons dans un génocide. Les autres sont comme nous, ils ont donc les mêmes points vulnérables que nous, ils aspirent au même bien, on doit donc les éliminer de la surface de la Terre. Si l'on dispose d'un terme au contenu absolu, barbare, son contraire le sera aussi. Et civilisé, dans ce sens du mot, en tout temps et tout lieu, c'est lui qui sait reconnaître pleinement l'humanité des autres. Deux étapes doivent être donc distinguées et franchies pour devenir civilisé. Au cours de la première, on découvre que les autres sont différents de nous. Au cours de la seconde, on accepte de les voir porteurs de la même humanité que nous. L'exigence morale se double d'une dimension intellectuelle. Je veux dire par là que faire comprendre à ses proches une identité étrangère, qu'elle soit individuelle ou collective, est un acte de civilisation, car on élargit de cette manière le cercle des humains. Ainsi contribue à faire reculer la barbarie, notre barbarie, les savants, les philosophes,